Nous poursuivons notre voyage à travers l'Inde. Si tu as vu la première partie, tu sais déjà que l'Inde abrite, entre ses ciels et ses forêts, quelques-uns des plus beaux secrets du règne animal. Mais aujourd'hui, on change de rythme. On se plonge dans la couleur, le son et le spectacle. Parce que le numéro 9 ne s'habille ni de bleu ni de gris. Il s'habille de rose. Et il vole comme un drapeau vivant au-dessus des zones humides de l'Inde. Cet oiseau est un pur spectacle. Voici la cigogne peinte. Un oiseau si intensément coloré qu'on dirait sorti du pinceau d'un artiste. Trempé dans l'aquarelle, séché au soleil, puis coiffé d'un long bec doré pour une touche d'élégance. Avec plus d'1 mètre de hauteur, impossible de la manquer. Son corps est majoritairement blanc, avec des bandes noires sur les ailes et une explosion de roses bonbons près de la queue. Son bec, long et légèrement incurvé vers le bas, brille d'un jaune orangé. Et ce n'est pas qu'un ornement, c'est son outil vedette pour se nourrir. Et comment s'y prend-elle? Imagine ceci, la cigogne marche dans des eaux peu profondes, tête baissée, bec entrouvert, qu'elle balance de gauche à droite comme un détecteur de métaux. Au moment où elle touche un poisson, elle l'attrape et l'avale sans interrompre sa marche. C'est comme un balai d'oiseaux au milieu du marais. La cigogne peinte vit sur une grande partie du sous-continent indien, surtout près des zones humides, des lacs et des plaines inondées. Elle forme souvent de grandes colonies animées, nichant dans des arbres qui surplombent l'eau. Et quand arrive la saison de reproduction, le bruit fait partie du spectacle. Des dizaines, voire des centaines d'oiseaux battant des ailes, croassant, claquant du bec et transformant la forêt en festival naturel. Les parents se relaient pour nourrir les oisillons, utilisant leur long bec pour déposer la nourriture directement dans les bouches affamées. Mais voici le retournement. Bien qu'elle ne soit pas, techniquement, en danger d'extinction, sa population diminue rapidement à cause de la destruction des zones humides et de la pollution de l'eau. Sans ces écosystèmes, ces couleurs éclatantes et ces danses de chasse pourraient ne devenir qu'un souvenir. Et pourtant, quand tu vois une cigogne peinte voler dans le ciel, avec derrière elle un panache rose flottant comme un ruban, tu comprends parfaitement pourquoi elle porte ce nom. C'est une peinture devenue vivante. Et maintenant, retour aux ombres, au cœur de la forêt, où un oiseau que presque personne n'a vu attend dans l'obscurité. Le numéro 10 est rare, si rare qu'il a peut-être déjà disparu. Le courvite de Jerdon, connu en anglais sous le nom de Jerdon's courser, est un oiseau enveloppé de mystère. Il a disparu pendant plus d'1 siècle, et aujourd'hui encore, on a l'impression qu'il n'est revenu qu'à moitié. Découvert pour la première fois en 1848 dans l'Andhra Pradesh, cet oiseau nocturne et terrestre n'a été observé qu'à de très rares occasions. Puis le silence. Pendant plus de 80 ans, on l'a cru éteint. Aucun signalement, aucun chant, pas une plume. Jusqu'à ce qu'en 1986, lors d'une étude ornithologique de routine, quelqu'un le voit, vivant, marchant entre les ombres, comme s'il n'était jamais parti. Mais voici le détail. Même aujourd'hui, personne ne sait combien il en reste. Les observations sont d'une rareté extrême. La plupart des preuves viennent de pièges photographiques, d'empreintes ou d'aperçus fugitifs en pleine nuit. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il mesure environ 23 cm, porte un plumage brun sable, 2 bandes blanches au cou et de longues pattes taillées pour marcher en silence sous la lune. Il habite des forêts sèches et des fourrés épineux, des lieux souvent ignorés, ou abattus pour laisser place à l'agriculture. Et c'est là tout le problème. Son habitat disparaît, lentement et silencieusement, sans que l'on prenne la mesure de ce que l'on perd. Il ne chante pas de mélodies complexes. Il n'arbore pas de plumes éclatantes. Il survit, à peine, sur une bande de territoire chaque jour plus étroite. Les conservationnistes ont tenté de l'étudier, de le suivre, de protéger ces zones de nidification. Mais l'oiseau demeure un mystère. Certains le qualifient d'espèce fantôme, une créature coincée entre l'extinction et l'existence.
Et c'est peut-être ce qui le rend si puissant. Car le Jerdon's Courser n'est pas seulement rare. C'est un rappel que la nature ne se proclame pas toujours. Parfois, elle chuchote. Et si nous n'y prêtons pas attention, elle s'efface. Maintenant, retournons au ciel, où un oiseau géant, tête nue et mission sombre, remplit l'un des rôles les plus vitaux de l'écosystème. Le numéro 11 est incompris, mais absolument essentiel. Soyons honnêtes, les vautours ne gagnent pas souvent la sympathie du public. Ils sont chauves, se nourrissent de cadavres et rôdent en silence comme des ombres de cimetière. Pourtant, le vautour indien n'est pas seulement important, il est essentiel. C'est la première ligne de défense de l'équipe de nettoyage de la nature. Avec plus d'1 mètre de hauteur et une envergure proche de 2,5 mètres, le vautour indien impose le respect. Sa tête pâle et nue, associée à un bec recourbé, peut paraître sinistre, mais elle est parfaitement conçue pour le travail le plus ingrat, plongée dans des carcasses que d'autres animaux n'osent même pas toucher. Et c'est là que réside sa valeur. En consommant rapidement les animaux morts, en particulier le bétail, les vautours empêchent la propagation de maladies mortelles comme l'anthrax, la rage ou la brucellose. Ils ne sont pas que des recycleurs naturels, ce sont des agents sanitaires ailés. Mais cette histoire connaît un tournant tragique. Dans les années 1990, des millions de vautours indiens ont soudainement disparu. Les populations se sont effondrées de plus de 95% en quelques années. La cause ? Un médicament vétérinaire appelé diclofénac, utilisé pour traiter le bétail, s'est révélé mortel pour les vautours se nourrissant de ces carcasses. Une seule dose suffisait à tuer un adulte en quelques jours. Ce fut l'une des extinctions massives les plus rapides et dévastatrices jamais enregistrées dans l'histoire de la conservation des oiseaux. Depuis, le diclofénac a été interdit et des programmes d'élevage en captivité ont démarré. Mais le rétablissement est lent. Ces oiseaux ne pondent qu'un seul poussin par an et trouver de la nourriture et un habitat sûr reste un défi colossal. Et pourtant, le vautour indien vole encore. Il plane haut au-dessus des champs et des villages, surveille, attend, nettoie. Peu à peu, les regards changent. On ne le voit plus comme un symbole de mort, mais comme un gardien de l'équilibre, empêchant le monde naturel de sombrer dans la décomposition. Et maintenant, place à un parent sauvage du poulet domestique. Mais celui-ci arpente les anciens bois avec des plumes de bronze, de noir et de feu. Le numéro 12 est le véritable coq de la jungle, et il le sait. Voici le coq de la jungle gris, un oiseau indomptable, bien plus fabuleux que n'importe quelle poule de basse-cour. Originaire des forêts et broussailles du sud et de l'ouest de l'Inde, ce coq n'a pas été domestiqué, mais il a bel et bien laissé son empreinte génétique chez les poules modernes. On lui doit par exemple le gène qui donne à de nombreuses races la peau jaune. Les mâles sont impressionnants. Les plumes de leur cou scintillent de reflets métalliques argentés, cuivrés et dorés. Leur corps, sombre et iridescent, est finement barré de blanc. Et leurs pattes portent des éperons acérés, prêts à se défendre. Quant à leur chant, sauvage, puissant, métallique, comme une alarme préhistorique qui résonne dans la jungle. Avec une longueur comprise entre 66 et 74 cm, le coq de la jungle gris est légèrement plus petit que le poulet domestique. Mais ce qu'il n'a pas en taille, il le compense en attitude. Ce sont des oiseaux farouches, rapides et d'excellents voiliers sur de courtes distances, tout l'inverse de leurs cousins de ferme. Ils connaissent chaque recoin de la forêt et cherchent leur nourriture à l'aube et au crépuscule. Graines, insectes, baies et jeunes pousses. Le plus fascinant, c'est que son ADN vit dans chaque poulet de la planète. Et oui, les poules modernes descendent d'un croisement entre le coq rouge et ce coq de la jungle gris, ce qui veut dire que ton dîner porte dans ses gènes du sang de la royauté indienne. Même s'il reste relativement commun dans certaines régions, le coq de la jungle gris affronte des menaces croissantes. La perte d'habitat et l'hybridation avec les poulets domestiques qui diluent son héritage sauvage.
Et pourtant, au plus profond des forêts de l'Inde, les originaux courent encore libres, rapides, farouches, avec un plumage de feu. Et maintenant, on rétrécit l'échelle. Beaucoup. Car le numéro 13 est minuscule, si petit qu'il pourrait se poser sur ton doigt, mais avec des couleurs dignes des pierres précieuses tropicales. Le bengali vert est petit et délicat. Il brille comme un bijou vivant. Il ne mesure qu'une dizaine de centimètres. Son plumage est vert olive, avec le ventre jaune et un bec rouge comme verni. Et le plus charmant, sur les flancs, de minuscules points blancs, comme si quelqu'un lui avait peint des pois à la main. Originaire du centre et du nord-ouest de l'Inde, il vit parmi les broussailles, les bambouseraies et les terres agricoles, toujours près du sol. Il se déplace en petites bandes et émet un chant doux et aigu, plus proche d'un chuchotement que d'une mélodie. Mais ne te laisse pas tromper par sa taille. Ce minuscule oiseau porte une immense histoire. Au XXe siècle, il est devenu extrêmement populaire dans le commerce des oiseaux exotiques grâce à son allure ravissante et son tempérament calme. Des milliers ont été capturés et vendus comme animaux de compagnie, provoquant l'effondrement des populations sauvages et le menant au bord de l'extinction. Aujourd'hui, le bengali vert est classé vulnérable, avec des populations dispersées et difficiles à trouver. Des conservationnistes s'emploient à restaurer son habitat et à freiner le commerce illégal. Mais le processus est lent et les observations restent rares. La grande ironie, c'est que, malgré sa petite taille et son silence, cet oiseau a fait grand bruit dans les cercles ornithologiques en Inde. Tandis que beaucoup recherchent des espèces grandes et tapent à l'œil, le bengali vert nous rappelle une vérité essentielle. Même l'oiseau le plus minuscule a une histoire qui mérite d'être entendue. Et maintenant, retour au spectaculaire. Le numéro 14 ne chuchote pas et ne se cache pas. Cet oiseau résonne, scintille et semble prêt à défiler sur le tapis rouge. Vêtu de rouge ardent, d'un bleu électrique et d'une poitrine pleine d'assurance, cet oiseau ne chuchote pas. Il fait vibrer la forêt. Il habite les contreforts de l'Himalaya, au nord de l'Inde. Et même si, techniquement, c'est un faisan, rien chez lui ne rappelle la basse-cour. On dirait un personnage tout droit sorti d'un livre de fantasy. Les mâles mesurent entre 63 et 70 cm, affichent un plumage rouge feu constellé de taches blanches comme des perles et un visage dramatiquement marqué de noir et de bleu intense. Mais l'extraordinaire se produit vraiment pendant la période nuptiale. Pour impressionner la femelle, le mâle accomplit l'un des rituels de parade les plus élaborés du règne animal. Il gonfle une paire de caroncules d'un bleu éclatant qui pendent à sa gorge, dresse deux structures en forme de corne au-dessus de sa tête et déploie ses ailes comme un éventail théâtral. Puis, il émet un « boum », grave et résonnant, tel un tambour tribal qui gronde au cœur de la forêt. Et la danse, un mélange de défilé, de révérence au ralenti et de danse contemporaine. Certains l'appellent le danseur de la mousson forestière. Honnêtement, c'est parfaitement trouvé. Le tragopan cramoisi vit dans des forêts fraîches et tempérées, parmi les rhododendrons et des sous-bois tapissés de mousse. C'est un oiseau discret qui préfère glaner en solitaire, se nourrissant de baies, de feuilles et d'insectes. Les femelles, bien plus sobres dans des tons bruns, sont les véritables juges. Elles choisissent le meilleur danseur, le plus vibrant, et celui qui sait le mieux dissimuler le nid. Malgré son allure de star, le tragopan cramoisi est classé quasi menacé, principalement à cause de la déforestation et de la chasse. Et, soit dit en passant, son nom n'est pas un hasard. Satyre vient de la mythologie grecque, des êtres mi-hommes, mi-boucs, connus pour leur nature débridée. Et tragopan est un terme latin utilisé pour des oiseaux mythiques dotés de cornes. En gros, les scientifiques se sont accordés. Cet oiseau est trop mythique pour un simple nom commun. Et nous voilà arrivés à la dernière espèce de ce voyage. Un oiseau iconique,
sacré, une créature qui porte des siècles de culture dans chacune de ses plumes. Le numéro 15 nous ramène au point de départ, avec une légende vivante. Un fantôme qui traverse les feuilles vertes. Voici le gobe-mouche paradis indien. Il ne rugit pas, il n'éblouit pas par des couleurs criardes. À la place, il glisse dans la forêt comme un chuchotement fait de plumes. On le trouve dans les forêts de toute l'Inde, des contreforts de l'Himalaya jusqu'aux jungles du sud. Il est célèbre pour ses longues plumes caudales. Chez les mâles adultes, elles sont d'un blanc immaculé et peuvent s'étendre de presque 30 cm au-delà du corps. En vol, on dirait un ruban flottant au vent, dansant entre les branches et disparaissant aussi vite qu'il est apparu. Avec seulement 18 à 25 cm de corps, ce n'est pas un grand oiseau, mais il laisse une grande impression. Les mâles se présentent en deux versions, blanc pur ou noir bleu métallique, tous deux avec la même queue élégante. Les femelles, couleur cannelle et queue plus courte, sont discrètes mais tout aussi belles. Mais ce n'est pas qu'une affaire de beauté. Ces oiseaux sont des maîtres de la chasse aérienne, se lançant avec une précision chirurgicale pour capturer les insectes en plein vol. Dans le folklore indien, le gobe-mouche paradis est symbole de l'âme. Un voyageur entre les mondes, qui ne se pose jamais vraiment, toujours juste hors de portée. Même son chant est doux, un léger chur-chur-chur qui se perd dans le feuillage. Cet oiseau nous rappelle que toutes les légendes ne font pas de bruit. Certaines passent tout près, en silence, que toute beauté n'exige pas l'attention. Certaines veulent seulement être vues. Et c'est peut-être la manière parfaite de clore ce voyage. Car après tant de couleurs éclatantes, de sons sauvages et de plumes incroyables, parfois, ce qui demeure le plus, c'est le vol le plus léger. Et voilà, nous bouclons ce voyage à travers les oiseaux les plus étonnants de l'Inde. Dis-moi maintenant, lequel t'a le plus impressionné? Si ce genre de contenu te plaît, écris-moi plus en commentaire et je te prépare un autre top 15. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve pour la prochaine aventure.